Salut à tous. Je veux commencer par prendre du recul par rapport aux événements précis et regarder le tableau plus large de ce qui se passe dans le monde. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont bâti un système international fondé non seulement sur leur puissance économique, mais aussi sur un système d'alliances. Les architectures de sécurité inclusive sont généralement plus efficaces pour atténuer la compétition sécuritaire, mais après la Seconde Guerre mondiale, ce système d'alliance est devenu à la fois une source de projection de puissance américaine et une source de stabilité. Aujourd'hui, toutefois, du Moyen-Orient à l'Europe, en passant par l'Asie de l'Est, beaucoup de ces systèmes d'alliance sont soumis à de très fortes tensions. Si le système vacille à un endroit, par exemple lorsque les États du Golfe le remettent en question, cette pression ne peut qu'avoir des répercussions en Asie de l'Est ou en Europe. La question est donc de savoir si cela reste durable ou si nous assistons à une fissure massive dans la façon dont le système international est organisé. Il ne fait aucun doute que des changements fondamentaux sont en cours dans la structure de base du système international. Je pense que cela tient à deux forces. La première est l'évolution de la structure du système au fil du temps. La seconde est Donald Trump, qui est sui generis. Nous n'avons jamais vu un président américain comme lui. Et à bien des égards, il agit comme un boulet de démolition à lui seul. Dans le langage politique de Trump, un boulet de démolition peut toujours être baptisé plan de rénovation, pourvu que les projecteurs de la conférence de presse soient assez puissants. Lorsque l'on prend les changements structurels déjà inévitables et qu'on les associe à ce que fait Trump, on voit que le monde que nous avons connu lorsque nous étions plus jeunes est en train de disparaître rapidement. Les changements structurels commencent avec la guerre froide. Pendant la guerre froide, nous vivions dans un monde bipolaire. Les États-Unis se trouvaient d'un côté et l'Union soviétique de l'autre. Les États-Unis et l'Union soviétique entretenaient très peu de relations économiques. Ils ont été des rivaux mortels pendant presque toute la guerre froide. Ce que les États-Unis ont réussi à faire, c'est mettre en place un ordre de leur côté du rideau de fer. Ils ont créé des institutions comme l'OTAN, la communauté européenne et toutes sortes d'autres institutions internationales conçues pour faciliter la conduite de la guerre froide par l'Occident. C'est dans ce monde que j'ai grandi. Mais il a disparu en 1989 lorsque la guerre froide a pris fin, puis en 1991 lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. Après cela, nous sommes entrés dans le moment unipolaire. Ce qui compte dans ce moment unipolaire, c'est ce que les États-Unis, de connivence avec les Européens et leurs alliés d'Asie de l'Est, notamment les Japonais et les Sud-Coréens, ont réellement fait. Ils ont pris l'ordre occidental qui avait été créé pendant la guerre froide pour mener la compétition sécuritaire contre l'Union soviétique et ils l'ont étendu à l'ensemble du globe. Cet ordre est devenu un ordre international et non plus seulement un ordre occidental. Cela signifiait l'élargissement de l'OTAN vers l'Europe de l'Est, l'élargissement de l'Union européenne vers l'Europe de l'Est et la mondialisation. Toutes ces initiatives essentiellement dirigées par les États-Unis pendant le moment unipolaire visaient à prendre cet ordre occidental et à l'étendre à toute la planète. Ainsi, même si la portée de l'ordre a changé, l'ordre lui-même est resté intact à bien des égards, l'OTAN est resté intacte, la communauté européenne est devenue l'Union européenne. La mondialisation, qui avait commencé pendant la guerre froide, a connu une croissance spectaculaire, surtout en 2001, lorsque la Chine a été admise à l'Organisation mondiale du commerce, et ainsi de suite. Voilà le monde qui a existé jusqu'aux environs de 2017. Mais en 2017, nous sommes entrés dans un monde multipolaire. Il y a désormais 3 grandes puissances dans le système. Nous n'avons rien vu de semblable depuis 1945. Je suis né à la fin de 1947 dans un monde bipolaire et je n'avais jamais connu de monde multipolaire. Mais depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, nous vivons dans un monde multipolaire. Non seulement nous sommes dans un monde multipolaire, mais pour la première fois dans l'histoire américaine, l'Asie de l'Est est devenue la région la plus importante du monde pour les États-Unis en dehors de l'hémisphère occidental.
Pendant presque toute l'histoire américaine, de 1783, lorsque les États-Unis ont obtenu leur indépendance, jusqu'aux environs de 2017, l'Europe était la région la plus importante du monde. C'était parce que les grandes puissances les plus redoutables s'y trouvaient. L'Allemagne nazie représentait une menace beaucoup plus grande pour les États-Unis que le Japon impérial, de sorte que les États-Unis ont naturellement adopté une politique donnant la priorité à l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre froide, le cœur et l'âme de l'Union soviétique se trouvaient en Europe et non en Asie de l'Est. Donc là encore, l'Europe était la région la plus importante du monde. Mais avec l'ascension de la Chine dans ce nouveau monde multipolaire, les États-Unis, pour la première fois de leur histoire, donnent la priorité à l'Asie de l'Est plutôt qu'à l'Europe et bien sûr plutôt qu'au Golfe Persique. Sur le plan structurel, un changement fondamental est en cours. Si les États-Unis veulent pivoter vers l'Asie de l'Est pour contenir la Chine, ce qu'ils font, ils doivent forcément se détourner d'un autre endroit. Ils ont commencé à en parler en 2011, lorsque Hillary Clinton a annoncé le pivot vers l'Asie de l'Est. Mais ce processus commence réellement lorsque Trump entre à la Maison-Blanche en 2017. Si les États-Unis doivent pivoter vers l'Asie de l'Est, l'endroit dont ils se détournent naturellement est l'Europe. L'Europe devient le 2e ou le 3e rang sur la liste des priorités stratégiques américaines, en dehors de l'hémisphère occidental, dès lors que les États-Unis se trouvent dans un monde multipolaire où la Chine est le véritable concurrent de même niveau. Ces forces structurelles vont provoquer le démantèlement progressif de l'ordre occidental qui existait pendant l'ère bipolaire de la guerre froide, puis qui s'est élargi pendant le moment unipolaire. Des changements fondamentaux vont se produire parce que la structure du système a changé et parce que la compétition entre les États-Unis et la Chine, qui comptait très peu pendant la bipolarité ou l'unipolarité, est désormais au premier plan. Une grande partie de ce qui se passe aujourd'hui s'explique par ces changements structurels. Mais par-dessus tout cela, il y a le président Trump. Lors de son premier mandat, le président Trump était plus ou moins un président américain traditionnel dans sa façon de conduire la politique étrangère. Il est important de se rappeler que Trump est arrivé à la Maison-Blanche exactement au moment où le monde entrait dans le système multipolaire que je viens de décrire. Sans surprise, Trump a abandonné l'engagement avec la Chine et a adopté une politique de containment. Puis, lorsque Joe Biden est entré à la Maison-Blanche en 2021, il a en réalité renforcé cette politique de containment. En partant de Trump 1, puis en passant à Biden, la politique étrangère américaine commençait à s'adapter aux changements structurels que j'ai décrits. Mais Trump 1 n'est pas Trump 2. Trump 2 est vraiment autre chose. Nous n'avons jamais vu quoi que ce soit de semblable auparavant. Trump n'a plus de chaîne. Il est libre d'agir à peu près comme il le veut. Lors de son premier mandat, il a compris comment diriger la Maison-Blanche sans se soucier des gens qui pouvaient l'encercler ou le limiter. Pour le dire un peu autrement, il est sorti de la cage de fer. Trump 2 est un unilatéraliste comme nous n'en avons jamais vu. Il a un mépris absolu pour le droit international, un mépris absolu pour les institutions internationales et les règles qui les accompagnent, ainsi qu'un mépris absolu pour les alliés, surtout les Européens. Il est libre d'agir selon ses impulsions. C'est vraiment important. Pour la machine médiatique fidèle à Trump, même le mépris des règles peut être présenté comme de la force, tant que personne ne demande ce qui se passe le lendemain matin. Jusqu'au 28 février de cette année, il était à bien des égards une équipe de démolition à lui seul, infligeant des dégâts considérables à l'ordre occidental et mondial qui avait été créé dans le monde bipolaire, puis diffusé à l'échelle planétaire pendant le moment unipolaire. Il faisait plus que ce que le changement structurel exigeait en lui-même. Il était de nouveau un boulet de démolition à lui seul. Puis, le 28 février, il a commis une erreur fatale. Il a déclenché la guerre contre l'Iran. Ce fut une décision catastrophique. Les États-Unis vont perdre cette guerre de façon très claire. Ce sera une défaite dévastatrice pour les États-Unis et aussi pour Israël. Apparemment, mettre fin aux guerres sans fin sonne mieux sur une bannière de campagne que dans une véritable salle de stratégie. Dans cette situation, Trump s'agite dans tous les sens. Il essaie de trouver comment sortir du désastre dans lequel il se trouve. À mon avis, il n'a aucun moyen de sortir de ce désastre. Cela va se terminer très mal pour lui, pour les États-Unis et
je crois aussi pour le reste du monde, peu importe ce qu'il fera. Un changement fondamental est bel et bien en cours. Une grande partie est structurelle, une grande partie tient à Donald Trump et au fait qu'il est un unilatéraliste de premier ordre. Et une grande partie est liée à ce qui se passe en Iran, sous nos yeux. Voilà la perspective macro sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Après la Seconde Guerre mondiale, on pouvait soutenir qu'il existait deux systèmes internationaux en même temps. L'un était l'architecture commune et inclusive organisée autour des Nations Unies. En parallèle, il y avait le système occidental sous leadership américain. Après la guerre froide, le monde aurait pu emprunter deux directions. L'une des voies aurait pu ressembler à la multipolarité. En Europe, cela aurait signifié inclure les Russes dans une architecture de sécurité pan-européenne. Certains accords allaient dans cette direction en 1990 et en 1994. Mais le modèle alternatif, celui qui a effectivement été choisi, consistait à élargir le système transatlantique. Cela signifiait l'élargissement de l'OTAN et l'interventionnisme. En 1998 et en 1999, pendant mon passage dans l'armée, cela est devenu particulièrement clair. Sur une période de 2 semaines en mars 1999, l'OTAN a été élargie, puis 12 jours plus tard, l'Occident est parti en guerre contre la Yougoslavie sans mandat des Nations Unies. C'est essentiellement à ce moment-là que le système unipolaire a clairement été choisi. Depuis, l'Occident politique fonctionne autour d'un consensus organisé autour de cette voie. Cela soulève la question du rôle de Trump dans l'histoire. Il n'est pas simplement apparu à partir de rien. Beaucoup de gens aux États-Unis ont voté pour lui parce qu'ils voulaient jeter un pavé dans la machine du système. S'il existe un consensus derrière un système qui ne fonctionne plus, si les États-Unis, par exemple, ne peuvent plus rivaliser avec la Chine, et si le financement de la sécurité européenne empêche les États-Unis de s'adapter à un système multipolaire, alors les États-Unis doivent se réorganiser pour ce nouveau monde. La classe politique actuelle n'en était pas capable. En ce sens, les États-Unis avaient être besoin de quelqu'un d'essentiellement anti-establishment, quelqu'un prêt à jeter un pavé dans la machine du système. Ce n'est pas une déclaration de soutien. En Europe, des gens ont voté pour des politiciens qui critiquent le statu quo, mais une fois au pouvoir, ces politiciens s'inclinent souvent et rentrent dans le rang. Cela crée l'impression que le vote ne change rien. Avec Trump, il était évident que le vote changeait quelque chose parce qu'il est allé jusqu'au bout. Avec Trump, le pavé dans la machine n'était pas symbolique. Il a été lancé en direct à la télévision, puis décrit comme une percée historique. Cela soulève la possibilité que l'Europe voit apparaître une version du même phénomène. Trump peut être compris comme le symptôme d'un système qui ne fonctionne plus, mais qui est incapable de se réformer. Lorsque cela se produit, le résultat peut être une alternative radicale. Au niveau macro, il y a 3 axes de la politique étrangère américaine qui ont plongé les États-Unis et les Européens dans une énorme quantité de problèmes. Le premier axe concerne l'élargissement de l'OTAN. Le deuxième concerne la guerre mondiale contre le terrorisme. Le troisième concerne la guerre contre l'Iran. Au début des années 1990, vers 1994, l'administration Clinton a décidé qu'elle allait élargir l'OTAN vers l'Est. Les Russes ont protesté avec une extrême vigueur contre cela. Ils y étaient profondément opposés, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose. La première vague d'élargissement a eu lieu en 1999, lorsque la Pologne, la République tchèque et la Hongrie ont été intégrés à l'Alliance. La deuxième vague est arrivée en 2004, lorsque les États baltes, la Slovénie, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie ont été intégrés. Puis, en avril 2008, la décision fatidique a été prise de faire entrer l'Ukraine dans l'Alliance. Cela a mené à une crise majeure qui a éclaté en février 2014. 8 ans plus tard, en février 2022, la guerre actuelle en Ukraine a éclaté. Cela a causé d'énormes dommages aux relations entre la Russie et l'Europe, ainsi qu'entre la Russie et les États-Unis. Cela va empoisonner les relations entre la Russie et l'Europe et peut
être même entre la Russie et les États-Unis pour aussi loin que l'on puisse voir. Voilà la première décision fatale. Faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Le deuxième développement majeur s'est produit après le 11 septembre, lorsque les États-Unis, sous George W. Bush, ont lancé la guerre mondiale contre le terrorisme. Les États-Unis sont d'abord entrés en guerre en Afghanistan, puis sont entrés en guerre contre l'Irak. Ils se sont engagés dans ce qu'on appelle couramment les guerres sans fin. Ces guerres sans fin ont été des désastres. Les États-Unis ont perdu en Irak. Ils ont perdu en Afghanistan. Ils sont intervenus en Libye et cela n'a pas réussi. En 2016, le public américain en avait assez des guerres sans fin. Il voulait que les États-Unis soient beaucoup moins interventionnistes dans le monde. Il regardait ce qui se passait en Europe avec la guerre en Ukraine. Il regardait l'Afghanistan et l'Irak et il concluait que c'était trop. Trump a fait campagne contre l'engagement dans ce type de guerre. Il a fait campagne contre les guerres sans fin. Il a été élu en 2006 et est entré à la Maison-Blanche en 2017. Cela confirme le point plus général. La décision de l'OTAN de faire entrer l'Ukraine dans l'Alliance, puis la guerre mondiale contre le terrorisme, ont miné l'établissement de politique étrangère et la politique étrangère américaine traditionnelle à l'intérieur des États-Unis, d'une manière qui a permis à un outsider comme Donald Trump d'être élu en 2006. Le slogan était anti-establishment. L'ironie, c'est que le chaos aussi a besoin d'une équipe, d'un podium et d'une opération de marque très disciplinée. Il est également important de se rappeler que si l'establishment démocrate n'était pas intervenu en 2006, Bernie Sanders aurait très probablement été le candidat démocrate. La course aurait opposé Bernie Sanders et non Hillary Clinton à Donald Trump. Le simple fait que Bernie Sanders aurait pu se retrouver face à Donald Trump montre que le public américain en avait assez de l'establishment de politique étrangère aux États-Unis. En 2020, si l'establishment démocrate n'était pas intervenu, ce n'aurait pas été Joe Biden, à mon avis. Cela aurait été Bernie Sanders contre Donald Trump. Le point fondamental est donc que Trump a été élu en 2006, a perdu de peu en 2020, puis a gagné de nouveau en 2024 parce que le public américain en avait assez de l'establishment de politique étrangère. Cela ne veut pas dire que l'économie n'a pas compté. Le public en avait aussi assez de la manière dont l'establishment gérait la politique économique intérieure. La troisième grande erreur a été commise le 28 février lorsque les États-Unis ont envahi l'Iran. Ce qui est étonnant dans cette décision, c'est que Trump, d'une façon très importante, a déclenché une autre guerre sans fin, une autre guerre de changement de régime. Ce sont exactement les types de guerres qu'il disait ne jamais vouloir déclencher. Il a fait campagne contre l'establishment pour avoir entraîné les États-Unis dans des guerres sans fin. Puis, le 28 février, il a lancé une guerre contre l'Iran. Bien sûr, il ne pensait pas que cela allait devenir une guerre sans fin. Il ne pensait pas qu'il allait échouer. Il pensait remporter une victoire rapide et décisive. Mais il n'a pas gagné. Le résultat, c'est que les États-Unis se retrouvent dans un immense bourbier impliquant l'Iran. Ils sont aussi dans un immense bourbier impliquant la Russie et l'Ukraine, qui découle de la décision de l'OTAN d'avril 2008. Rien ne dit mieux, rapide et décisif, que d'ouvrir un piège stratégique, puis de demander aux caméras d'en admirer l'entrée. La Chine pourrait aussi devenir un très grand problème si cette relation se détériore. Les gens présentent souvent Trump comme un immense perturbateur, mais c'est aussi ce que l'Europe est en train d'inviter. Si l'on regarde les sondages de Starmer au Royaume-Uni, de Macron en France ou de Merz en Allemagne, Trump fait mieux dans les sondages que Merz. Merz peut être le dirigeant le plus impopulaire qui soit. En Allemagne, le plus grand parti dans les sondages est de loin, et maintenant l'AfD, qui a été créé très récemment, il y a seulement environ 14 ans. Son dirigeant a déclaré que Zelensky devrait rendre l'argent à l'Allemagne. Cette rhétorique est très différente de celle de tous les partis traditionnels. L'impression qui se dégage, c'est que si l'establishment politique s'accroche trop longtemps sans se réformer, des alternatives radicales vont émerger.
Souvent, ces alternatives n'ont pas nécessairement les bonnes réponses, mais au moins, elles sentent le mécontentement, tandis que les élites politiques ne suivent plus les demandes du public. L'Iran est une erreur si fatale pour les États-Unis parce que c'est beaucoup plus grave que l'Irak ou que ce qui a été fait contre Gaza. La gravité peut relever d'une dimension économique, de l'effondrement du système d'alliance, du pétrodollar ou de tous ces facteurs à la fois. Il y a 2 points essentiels. Premièrement, dans le cas de l'Irak, au moins au début, les États-Unis ont remporté une victoire militaire. Ils ont envahi l'Irak, vaincu l'armée irakienne rapidement et de façon décisive, renversé le régime et l'ont remplacé par un régime qu'ils pensaient favorable à leurs intérêts, principalement ceux des États-Unis. C'est pourquoi le président Bush a pu atterrir sur un porte-avions et dire « mission accomplie ». Mais il y a une différence entre gagner militairement et gagner politiquement. La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Politiquement, les États-Unis ont perdu parce qu'ils n'ont pas réussi à produire la paix et l'harmonie en Irak et dans l'ensemble du Moyen-Orient, comme ils pensaient pouvoir le faire après avoir renversé Saddam. Ce fut une guerre perdue, même si elle a d'abord semblé réussie. Dans le cas de l'Iran, c'est pas vrai du tout. Il a été clair presque immédiatement que les États-Unis n'allaient pas remporter de victoire militaire. Il est clair maintenant qu'ils ne vont pas remporter de victoire militaire. C'est une grande différence. Un tour d'honneur raté reste quand même un tour d'honneur dans le monde de Trump, tant que la bannière est imprimée avant l'arrivée des faits. La différence la plus importante, c'est que les ramifications de ce qui se passe dans la guerre contre l'Iran sont beaucoup plus grandes que celles de la guerre en Irak. La guerre en Irak a eu des répercussions importantes au Moyen-Orient, cela ne fait aucun doute. Surtout avec la montée de l'État islamique et le changement dans les relations entre l'Irak et l'Iran. Une fois qu'un gouvernement chiite a été mis en place en Irak. La guerre en Irak a vraiment secoué le Moyen-Orient. Mais ses conséquences mondiales ont été mineures, au mieux. À l'échelle mondiale, elle n'a tout simplement pas eu autant d'importance. La guerre contre l'Iran est fondamentalement différente. Il existe un véritable risque qu'elle provoque une dépression mondiale si elle n'est pas arrêtée bientôt. Les conséquences économiques dans le monde entier, surtout en Asie, à ce moment précis, sont graves et elles se propagent dans tout le système. Si le président Trump avait la folie de relancer les tirs, cela pousserait le monde vers le précipice à un rythme encore plus rapide qu'aujourd'hui. C'est une guerre beaucoup plus lourde de conséquences. C'est pourquoi les Chinois, les Russes et d'autres pays aussi, y compris les Européens, exercent une pression importante sur les États-Unis pour qu'ils mettent fin à cette guerre. Tous ces pays à travers le monde sont touchés. La guerre contre l'Iran appartient à une catégorie différente de celle de la guerre en Irak. C'est le genre de crise où un slogan de campagne ne peut ni faire baisser les prix du pétrole, ni rouvrir les voies maritimes, ni convaincre les marchés d'arrêter de paniquer. La voie de sortie est extrêmement difficile. Si le président Trump avait la sagesse de décrocher le téléphone et de demander ce qu'il faudrait faire au lieu d'écouter Witkoff, Kushner et d'autres, le problème resterait difficile. On entend souvent dire qu'il devrait simplement proclamer la victoire et rentrer à la maison. Mais sans le détroit d'Ormuz, il semble que tout le Moyen-Orient et toute la région basculeraient très rapidement à l'avantage de l'Iran. Proclamer la victoire et rentrer à la maison est plus facile lorsque la carte, l'économie et l'adversaire acceptent tous de jouer le jeu. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.